D'abord, merci à Jacques Bompard et à toute l'équipe du Conseil municipal de me recevoir ce soir. Je voudrais dire de Jacques Bompard, en évitant les propos convenus ou un peu conformes, c'est à la fois un esprit libre et un homme courageux. C'est rare en politique, le courage. Le courage, ça consiste à aller contre les vents dominants. Ça consiste à être à contre-courant, à supporter cette espèce de chape de plomb politico-médiatique qui fait que dès qu'on s'écarte d'une pensée convenue, on fait un dérapage. Dérapage par rapport à quoi? Par rapport à quelle morale? Par rapport à quel code? On ne le sait jamais. En tout cas, c'est leur morale, mais ce n'est pas celle des Français. Car comme vous le savez, la corporation des journalistes n'est pas aujourd'hui la plus appréciée. Je connais Jacques Bompard depuis au moins une vingtaine d'années et je vois quel admirable travail il a fait dans une ville. Quelle ville? Dans un département où il a dû précisément affronter des vents adverses. Et depuis maintenant plus de 20 ans, il est là. C'est un bon maire que toute la population aime et respecte. Et ces expériences municipales sont assez rares finalement aujourd'hui pour être soulignées. Voilà. Maintenant, j'avais préparé une conférence. Je vais essayer de, sans me référer aux notes que j'ai préparées, de vous dire, et peut-être est-ce là la partie la plus importante de ce que je vous ai apporté ce soir, les leçons que j'ai tirées, sommairement, mais en essayant de mettre en valeur les points les plus importants, de l'expérience qui a été la mienne, c'est-à-dire d'avoir été le conseiller de Nicolas Sarkozy pendant 7 ans, de 2005 à 2012, dont les 5 années où il a exercé le pouvoir à l'Élysée. J'en ai tiré, si vous voulez, 4 conclusions majeures, et qui sont les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Je vais essayer de faire en sorte que mon propos ne soit pas désincarné, même si je dirige une chaîne d'histoire, je ne suis pas simplement là pour vous raconter l'histoire telle que je l'ai vécue, mais à travers mon expérience, ce qui me paraît devoir être partagé. Première exigence et première urgence, restaurer la fonction présidentielle. Je crois que tous les Français attendent cela, et on a vu sans doute que dans le vote de la dernière primaire, dite la primaire de la droite, ce facteur a beaucoup compté. Vous savez, nous sommes un pays où, depuis la Révolution française, l'abstraction du pouvoir, on se méfiait de l'incarnation du pouvoir, faisait que la personne de celui qui dirigeait devait être en retrait. La Constitution de 1958 a rompu avec cela. Et surtout la loi de 1962 en imposant l'élection du président de la République au suffrage universel. Parce que nous sommes un pays latin, de culture chrétienne, et que le pouvoir s'exerce non pas par délégation, mais par incarnation. Or, à quoi venons-nous d'assister? 2 présidents qui se sont succédés et qui n'ont eu de cesse que de, on va dire, séculariser le pouvoir, c'est-à-dire le débarrasser de sa part sacrée. Qu'on soit croyant ou pas croyant n'est pas le problème. Celui qui est appelé à exercer une autorité, cette autorité, il faut qu'elle ait une légitimité, qu'elle repose sur quelque chose. Que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, chacun dans un registre et dans un genre différent, ils ont mis méthodiquement le même acharnement à dépouiller le pouvoir de tout son appareil symbolique, rituel, protocolaire, comme si le pouvoir leur appartenait. Quand on regarde, et c'est très éclairant parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, l'iconographie officielle des présidents de la République, vous savez, ils font tous une photo au début de leur mandat, dans la tradition de ce qu'étaient les portraitistes de cour sous la monarchie. Vous voyez par exemple un peintre comme Hyacinthe Rigaud, qui était le peintre de Louis XIV, fait un tableau qui résume tout à fait, quand on l'observe, l'essence du pouvoir monarchique. Il dit même ce que va être l'évolution de ce règne, puisque pour la première fois, le roi tient son sceptre avec la fleur de lys orientée non pas vers le ciel, mais vers la terre. Signe qu'il va donner à la dimension temporelle de son pouvoir une primauté qu'elle n'avait pas, ou en tout cas pas à ce point-là. Prenons les premiers portraits. Vous les avez peut-être tous en mémoire. Le général de Gaulle, il est debout, dans un habit noir, avec le
grand collier de la Légion d'honneur, il a la main posée sur le guéridon, on est dans la bibliothèque de l'Élysée. Tous ces signes, tous ces accessoires, ces attributs du pouvoir signifient une chose, c'est l'iconographie traditionnelle du pouvoir en France. La fonction l'emporte sur l'homme. L'homme était ce qu'il était, mais enfin il avait une personnalité, il appartenait déjà à l'histoire. Mais mettant en avant les attributs de la fonction, il s'efface derrière celle-ci. Même chose avec Pompidou. C'est le même cadre, c'est la même pose, il est en habit, il y a le grand cordon de la Légion d'honneur, et il a la main sur le guéridon. Tout change avec Valéry Giscard d'Estaing en 1974. D'abord, on change de format. De la verticalité du pouvoir, les photos étaient en hauteur, on passe à l'horizontalité. Ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'à la télévision on appelle un plan épaule, un cadrage épaule. Le pouvoir n'est plus vertical, il est horizontal. Il s'adapte au format de la télévision. C'est-à-dire que l'homme qui pose et qui est aujourd'hui, qui est à ce moment-là le représentant des Français, va être le représentant de la société. Il n'incarne pas ce qu'était la tradition du pouvoir, la charge du bien commun, l'homme élu est là pour défendre l'intérêt général. Non, il se veut le représentant de la société et il cherche à se fondre, à dire je suis comme vous finalement, et sa légitimité ne repose plus sur l'autorité, une autorité qui viendrait d'une dimension un peu transcendante, mais sur la séduction. Alors ça c'est très important parce que c'est un basculement inouï. On rentre dans l'ère de la communication. La politique, qui est l'art de gérer les symboles, s'efface derrière la communication, c'est la tentative de séduire. Plaire compte plus que convaincre ou prendre en charge le bien commun. C'est 10 ans après l'épisode Kennedy. Et l'épisode Kennedy, c'est quelque chose qui va contaminer et marquer les esprits occidentaux et marquer l'avènement de cette ère de la communication où les conseillers autour des présidents vont dissocier deux choses. Ce que les Anglais, les Américains appellent, ils vont fabriquer un storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire. Le président aura deux identités, l'identité réelle, celle qu'on ne montre pas, et l'identité narrative, celle qu'on donne à admirer ou à estimer aux électeurs. Et cette espèce de dédoublement de personnalité, il va marquer les présidences qui vont suivre, mais il faut bien voir qu'en sapant le fondement de l'autorité, l'autorité, elle reposait sur deux choses, on en parlera, le suffrage universel, il est l'élu du peuple, et la deuxième fondement de légitimité, c'est ce que les théologiens, notamment saint Thomas d'Aquin, appelaient le service rendu. Ce qui fonde la légitimité, c'est le service du bien commun. On est légitime parce qu'on sert le bien commun. Or, en adoptant ce mode de communication, de découplage entre l'identité réelle du personnage et l'identité narrative, on va introduire tous les ferments, finalement, de confusion des esprits dont nous subissons aujourd'hui les conséquences. Kennedy, c'est quand même un exemple absolument extraordinaire. La schizophrénie de ce que nous retenons aujourd'hui, nous, de l'image de John Fitzgerald Kennedy et de la réalité. Voilà un homme qui était le parangon des vertus démocratiques. Il a été élu à l'issue d'une triche massive et avec l'argent de la mafia. Ce ne sais pas, tout ça fait l'objet de livres et de rapports aux États-Unis, c'est archi connu. La triche a porté, la fraude a porté sur 3 ou 4 millions de voix et il l'a emporté de quelques centaines de milliers de voix sur Nixon. Cet homme qui passait aussi, et c'est toute la presse people qui à l'époque, les Paris Match, les Jours de France donnaient cette image, font un bon père de famille avec le petit John sur le bureau ovale de Washington, était, on le sait, un consommateur compulsif de sexe, qui était l'esclave d'une libido tyrannique au point de courir des risques inouïs et faire courir des risques inouïs à la sécurité des États-Unis, à tel point que le FBI était obligé de surveiller les call girls qui se succédaient à la Maison-Blanche. Il avait aménagé un couloir particulier, passé à la piscine, plusieurs agents soviétiques
ont été infiltrés. Cet homme qui passe pour un modèle, une référence politique, a fait frôler à l'Occident une guerre mondiale avec la crise des missiles à Cuba. Khrouchtchev a fait mine de céder dans cette affaire en retirant les missiles de Cuba, mais au prix d'une reculade de la diplomatie américaine et des stratèges américains qui étaient de démonter les missiles Jupiter qui étaient en Turquie, mais ça on ne le sait pas. Et il a engagé les États-Unis dans la guerre de Vietnam. Et pourtant, Kennedy, c'est une idole. C'est la référence absolue. Il n'y a pas eu sans doute plus mauvais président dans l'histoire des États-Unis, mais l'identité narrative a recouvert tout le reste. Tout le reste. Eh bien, nous entrons dans cette ère avec Giscard d'Estaing. Il faut le dire, parce qu'on le doit à la vérité, je ne suis pas un inconditionnel de François Mitterrand, c'est le moins qu'on puisse dire, il disait très modestement « Je serai le dernier des grands présidents, les autres sont des comptables ou des financiers ». Il n'avait pas entièrement tort. Mais chez Mitterrand, le littéraire, Mitterrand l'homme de droite, Mitterrand issu de la petite bourgeoisie catholique ayant beaucoup flirté avec la droite et même, on va dire, l'extrême droite, voilà, qui a dû toute sa carrière après-guerre, vous le savez, à son protecteur, le groupe L'Oréal, qui a été longtemps, dans cette période, l'inspirateur et le financier de la Cagoule, l'association secrète, complotiste d'extrême droite qui s'est rendue célèbre avant-guerre, mais qui a aussi fourni, il faut bien le dire, les premiers bataillons de résistants. Les premiers à rejoindre De Gaulle à Londres, ce sont eux. On ne le sait pas, mais ça se passe comme ça. Mitterrand, homme de culture de droite, qui a fait carrière à gauche, a le souci d'essayer de restaurer la fonction. Pour la photo officielle, il retourne dans la bibliothèque. Et puis on ressemble à l'image qu'on a d'un président. Il restaure cette espèce de verticalité du pouvoir. Après, évidemment, ça se gâte beaucoup. Que ce soit Chirac ou Hollande, pour bien nous faire comprendre ce qui s'est passé, ils n'habitent plus la maison. Ils sont sortis dans le jardin. Ce ne sont plus des présidents, ce sont des régisseurs. Ils posent devant l'Élysée. Pour bien signifier qu'on est passé du gouvernement des hommes à la gouvernance. C'est-à-dire que ce sont finalement que des syndics qui administrent, avec des pertes de souveraineté de plus en plus marquées, la Maison de France. Nicolas Sarkozy retourne à l'intérieur, pose dans la bibliothèque, mais il ajoute un détail, au drapeau français, il joint le drapeau européen. Ce qui là envoie un message aussi assez clair, il n'est que l'administrateur d'une succursale, j'allais dire franchisée et francisée, de la Maison Europe. La marque de la perte de souveraineté se symbolise, et en politique les symboles sont importants, par la présence de ce drapeau. Et qu'est-ce qui s'est passé donc avec les deux derniers présidents? On a eu exactement le contre-modèle de ce que profondément attendent les Français. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure ils l'attendent. C'est-à-dire qu'on a eu deux présidents qui ont été, non pas dans l'oubli de soi et la volonté de servir le bien commun, mais dans la jouissance du pouvoir. Et ils ont donné chacun à sa manière, l'un très extraverti, l'autre plus introverti, le spectacle de double jouissance, celle de leur intimité et celle de leur puissance. Avec Nicolas Sarkozy, c'est le drame que j'ai vécu, puisque à peine installé à l'Élysée, vous vous souvenez tous de cela, il divorce avec sa seconde épouse pour épouser Carla Bruni. Je veux dire que les difficultés ont commencé à partir de là, car il a décidé d'en faire un instrument de communication. Et en faisant un instrument de communication, donc d'exhiber sa nouvelle épouse à ses côtés, d'ailleurs c'était une profonde erreur psychologique. Je veux dire, il avait le droit de se remarier à l'Élysée, c'est pas le problème. Le problème, c'est le spectacle de cette jouissance, quoi. Guitry disait dans son Beau Marché, un homme heureux, ça se déteste. Voilà. Donner le spectacle du bonheur, ça ne plaît pas à quantité de gens, pour des raisons diverses et variées, mais c'est comme ça. Et il fait ce pari-là. Et moi, j'ai des souvenirs très précis lors de son voyage à Luxor. Je l'avais au téléphone 2 ou 3 fois par jour. Il était avec Carla Bruni.
Sa préoccupation, la seule, mais d'ailleurs c'est la voix féminine qu'on entend, elle était sur une felouk là, sur le Nil, derrière, y a-t-il des photos dans la presse? Y a-t-il des photos? Ah, c'est l'ancien mannequin qui parlait. On est dans le storytelling, on raconte une histoire en pensant que ça va plaire aux foules sentimentales. Sauf qu'il n'avait pas été élu pour ça. Et que ce fut le démarrage de ce qu'on peut appeler un processus de privatisation du pouvoir. À tel point que la sphère privée a envahi progressivement mais méthodiquement l'exercice de la fonction publique. Alors je raconte dans mon livre quelles étaient les intrusions de Carla Bruni dans nos délibérations dans le fameux salon vert de l'Élysée. Elles étaient quasi permanentes. Quand elles n'étaient pas physiques, elles étaient téléphoniques. C'est un instrument terriblement intrusif que le téléphone. Voilà. Je raconte d'ailleurs comment nous avons interrompu une réunion, c'était là dans le jardin de l'Élysée, parce que Carla Bruni avait découvert une migale dans son hôtel privé et téléphoné au président de la République pour l'informer de cet événement considérable qui devait arrêter les affaires de l'État. Bon, je n'ai pas de verser dans une ironie facile, mais la réalité c'était ça. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui culturellement des hommes qui veulent le pouvoir, mais qui ne sont pas capables de l'ascèse du pouvoir, qui ne sont pas capables de la discipline qui fait qu'on ne leur demande pas de renoncer à leur vie privée. On ne demandait pas à M. Hollande de jouer les Félix Faure en scooter, on ne voulait pas le savoir. Il avait porté les croisants à on ne voulait pas le savoir. Bon, vous me direz, lui, il ne l'a pas mis en scène, à la différence de Nicolas Sarkozy. Mais l'effet est le même. Parce que les Français se sont dit, mais finalement, ils s'occupent d'eux, ils s'occupent de leurs affaires sentimentales. Alors que l'un affiche le triomphalisme phallique d'un adolescent au bras d'un ancien mannequin ou que l'autre, effectivement, est avec une comédienne, c'est la même histoire. C'est l'histoire, finalement, où, on me dirait, nos rois ont pratiqué cela. Oui, le problème, c'est de voir... D'abord, ces choses-là étaient relativement cantonnées, sanctuarisées, elles ne relevaient pas du domaine public. Là, il y a une volonté d'instrumentaliser et surtout, d'être, et c'est bien ça la difficulté, dans une espèce de jubilé permanent de leur propre personne. Nicolas Sarkozy, c'était ça. C'était une autocélébration permanente. J'ai dit que c'était le président selfie. Un président qui cherchait à se donner en spectacle. Or, il faut comprendre une chose qui est simple. Alors, les prêtres de l'Église catholique le savaient, mais les hommes qui ont lu un peu et les femmes qui savent ça, dans leur volonté de dépouiller la fonction de son ornement protocolaire, il y a quelque chose de profond. Dans la mesure où le rite, le protocole, fait que les présidents accomplissent des gestes qui ne leur appartiennent pas, qui ont été fixés par la tradition. C'est-à-dire des gestes qui les relient à une mémoire longue, à une mémoire collective, à quelque chose qui renvoie à la durée, à la permanence, à l'histoire, à quelque chose de plus grand qu'eux. Et les Français sentent bien ça, même s'ils ne le théorisent pas, ce n'est pas des intellectuels, mais ils voient bien ça. Quand un Français respecte un président de la République respecte le protocole, se montre digne de la fonction. Le protocole, c'est quoi? C'est ce qui permet justement d'éviter de suppléer les carences ou les défaillances de l'homme. C'est le tuteur, c'est le carcan qui vous permet de rester droit, de rester debout, dans les circonstances qui ne sont pas toujours évidentes. Il y a à la fois, le rituel a une fonction de sublimation, c'est un symbole, et en même temps, cette fonction de tuteur qui permet effectivement d'inscrire une présidence dans la durée. Je fais ce que mon prédécesseur a fait. Et dans cela, je m'inscris dans la continuité de l'histoire de France. Et je montre surtout que la fonction est plus importante que moi. Puisque ces rites et ces rituels, j'en hérite. Je perpétue une tradition. Et cette tradition, c'est le service du bien commun. Et c'est le péché qui a été finalement celui de ces deux présidents, c'est d'avoir oublié en route ce pourquoi ils étaient élus. On ne demande pas à des présidents de faire le sacrifice de leur vie privée, on leur demande simplement de respecter une hiérarchie qui fait que le service de l'État et donc le service du bien commun de l'ensemble des Français surplombe le reste.
Et ça, les Français l'ont senti, mais pas confusément. Ils l'ont vécu, j'allais dire, dans leur chair. L'impopularité de ces deux hommes en fin de mandat, elle a la même origine, n'en doutez pas, à savoir qu'elle exprime la nostalgie qu'ont le peuple français pour les hommes d'État qui savaient s'oublier, qui savaient s'investir dans ce qu'on appelle l'amour patria, l'amour de la patrie, qui faisaient passer ce service du bien commun avant leur personne. Or là, sur 10 ans, nous avons eu 2 illustrations de tout ce que les Français finalement méprisent. Si vous voulez susciter le respect et l'obéissance, eh bien il faut faire tout le contraire de ce qu'ont fait et l'un et l'autre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes resté auprès de Nicolas Sarkozy? Moi j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Dès le mois de décembre 2007, après ce fameux voyage à Luxor, je vois, on fait des enquêtes en temps réel avec des instituts de sondage qui nous donnent les réactions des Français. On a à la fois le quantitatif, pour, contre, et le qualitatif, leurs commentaires, les verbatims. Et moi, je vois sur les réactions des Français après l'épisode de Luxor, indécent, désinvolte, indigne, des choses encore beaucoup plus violentes. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Voilà, c'est ça les réactions des Français. Ils veulent être représentés par quelqu'un qui porte d'abord l'histoire de la nation, son patrimoine, et donc il y a une dignité, il y a un maintien à respecter. Peut-être d'ailleurs est-ce la raison pour laquelle, et je crois que ça a évidemment beaucoup joué, François Fillon a bénéficié du rejet à la fois de Nicolas Sarkozy, Juppé c'est pour d'autres raisons, mais de Nicolas Sarkozy, parce que même si ce n'est pas formulé, évidemment, ce n'est pas les préoccupations de tous les jours. On ne vous parle pas de la dignité de la fonction présidentielle, mais quand même, c'est très important d'ailleurs, parce que ça fait partie de ce capital immatériel qui fait que, eh bien, on est fier d'appartenir à ce pays. On a l'estime de soi, de son histoire, et on veut qu'elle soit portée par quelqu'un qui la magnifie, qui la transcende, par quelqu'un qui la vilisse, ou qui se situe dans une logique d'abaissement. Or, tous les deux se sont situés dans une logique d'abaissement. Alors, qu'est-ce que fait le conseiller quand il voit ça? Il ne peut pas dire au président, écoute, tu te trompes, les réactions des Français sont très violentes, c'est ta personne, ton comportement qui est en cause. On essaye de lui faire comprendre. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, pour l'amener à changer ce comportement, à essayer de l'adapter à la fonction. Il en était venu à dire, je vais te faire plaisir, je vais faire le président. Mais je lui dis, tu n'as pas à faire le président, tu es président. Ce n'est pas un job, c'est une charge. Ce n'est pas une fonction, on n'est pas président comme on a employé des postes ou garagiste. C'est une charge. Et en acceptant la charge, on doit accepter les contraintes qui vont avec. Donc, cette idée, vous voyez, générale, mais très importante, d'avoir un président qui puisse incarner la France avec dignité, je crois qu'elle sera au cœur de l'attente de nos concitoyens pour le prochain scrutin. Deuxième conclusion que j'ai tirée de mon expérience, rien n'est plus urgent aujourd'hui que d'essayer de réinstituer le peuple français comme sujet politique, comme acteur souverain de son propre destin. Regardez ce qui s'est passé depuis 6 mois avec le Brexit et l'élection de Trump. Bon. C'est toujours la même chose, les mouvements qualifiés de populistes qui l'emportent, et on voit les élites, l'oligarchie nous expliquer. Alors c'est important ce qui s'est passé aux États-Unis parce que ce modèle mondialisé porté par les classes dominantes a été rejeté par le pays qui l'a vu naître. C'est un événement considérable auquel nous avons assisté. On n'en mesure pas la portée, on va le voir dans les mois qui viennent. Bon. Alors, on nous a expliqué, des tas de reportages en France, notamment dans l'État de Pennsylvanie, un des swing states, un des États qui faisait la bascule, que c'était les petits blancs qui, en refusant la mobilité, la flexibilité, se sont trouvés au chômage et ont fait le succès de Trump. À chaque fois, d'ailleurs, au passage, on conteste l'exercice du suffrage universel et le verdict de la démocratie, et avec toute une critique effectivement, ça c'est le terme, même les Américains ont un terme plus dur, ils parlent de white trash, c'est-à-dire les déchets blancs. Voilà. Et bien, ce sont ces gens-là qui ont fait l'élection de Trump, et ces gens-là, vous vous rendez compte, ce sont des enracinés, ce sont des gens qui veulent rester sur place.
En France, par exemple, on l'ignore, mais plus de la moitié des Français vivent et travaillent dans le département qui les a vus naître. On a l'impression que l'état de migrant ou de nomade est un type idéal achevé d'humanité. Bah non, il y a 230 millions de migrants recensés par l'UNESCO, 3% de la population. Un philosophe américain disait le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Le besoin de racines, il est humain. Le fait d'avoir un village de référence, une terre où on se sente chez soi, où on connaisse les gens, où les visages nous soient familiers. Eh bien, à l'occasion de l'élection de Trump, comme à l'occasion du Brexit, on a vu poindre, en fait, une critique du suffrage universel. Ce sont ces pauvres gens qui sont mal éduqués, qui font montre d'immaturité. Mais cette interrogation, elle reflète finalement ce que j'appelle la post-démocratie. Nous ne vivons plus en démocratie. Nous vivons dans un régime post-démocratique. Je voudrais ne pas être trop long sur ce point, mais il faut que vous compreniez bien comment les choses se passent, parce que ces réalités, on ne les touche jamais du doigt. En France, il y a une seule élection où il y a 80% de votants, c'est la présidentielle. Les autres scrutins, malheureusement, monsieur le maire, on le sait, 55, au mieux 60%, les municipales, dernier scrutin, parce que le maire est encore, justement, une forme d'incarnation du pouvoir et de proximité qui fait que ça parle encore aux électeurs. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans un système qui est une démocratie substitutive. Elle n'est représentative que de nom. L'Assemblée est élue en 2012. Vous le savez, monsieur le maire. Eh bien, la majorité socialiste représente 16% du corps électoral. Il y a 55% de votants, ils sont élus avec 50% des voix, et on ne compte pas les 3,5 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. C'est-à-dire que la majorité qui fait et défait les lois dans ce pays représente 1 Français sur 6. Aux dernières élections européennes, les deux partis de gouvernement, l'UMP et le PS, additionnés faisaient 14% des inscrits. 14% des inscrits. Quelle peut être la légitimité d'une classe politique autant coupée du pays réel? Alors, ce système, ça porte un nom, c'est la partitocratie, c'est le régime des partis. On y reviendra. C'est lui qui a mis en coupe réglée l'exercice de la démocratie, qui n'est, encore une fois, qu'un exercice purement formel. J'ai coutume de dire, mais c'est l'expression de la vérité, la semaine dernière, j'étais à France Inter, l'émission de la matinale de Patrick Cohen, j'ai dit que nous étions dans un régime de suffrage censitaire. Si nous acceptons la présidentielle où 80% des Français vont voter, et notamment les fameuses catégories populaires, ce qu'un géographe sociologue a appelé la France périphérique, les exclus, la France du rural profond, du périurbain, la France des petites villes, enfin la France qui représente 20 à 25 millions d'électeurs, plus de la moitié du corps électoral. Eh bien, elle vote à la présidentielle, elle vote de moins en moins aux élections intermédiaires, que ce soit les législatives, les départementales, les régionales ou les européennes. Et pourquoi vote-t-elle de moins en moins? Parce qu'elle a le sentiment que les moyens de gouvernement ont été privatisés par les grands partis, les Républicains et le Parti socialiste. Que le mode de scrutin les exclut de tout espoir de représentation. Alors il y a une progression de l'abstention phénoménale. À quoi bon les voter puisqu'on ne sera pas représenté? Et quant au mouvement populiste, type Front National, qui vote, le mode des scrutins, il faut bien le dire, les exclut pratiquement de toute représentation. Dernière législative, Marine Le Pen, on pense qu'on veut de Marine Le Pen, je n'en pense pas forcément du bien, 18% des voix au premier tour, 2 députés. Eva Joly, écologiste, 2% des voix au premier tour de la présidentielle, 18 députés. Quand on voit l'absurdité d'un tel système, on se dit que ces démolâtres, qui n'ont que le mot démocratie à la bouche, en fait ne sont pas des démophiles. En tout cas, ils ont peur du peuple. Et même, ils ont fait leur la vieille maxime de mai 1968, élection piège à con. Et il faut se méfier du peuple. Ils en ont peur.
Et donc, je dis que c'est un suffrage censitaire. Pourquoi? Parce que dans ces élections intermédiaires, qui va voter? Ceux qu'on appelle les inclus, les classes favorisées, les fonctionnaires à gauche, les fonctionnaires de la fonction publique, les retraités à droite. Ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés, qui ont un rapport de proximité avec la politique. Et c'est eux qui font la bascule d'une élection à l'autre. Les catégories populaires ne vont pas voter. Et je le dis d'autant plus qu'on assiste à quelque chose de renversant, mais on n'a pas l'habitude de parler de cela. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'abord parce que c'est ma génération. Moi, je suis né après la guerre, en 1949, ce qu'on appelle la génération des baby-boomers, voilà, l'explosion démographique de l'après-guerre. Cette génération, qui est la génération de mai 68, oui, j'étais à Nanterre, j'avais 18 ans, et je faisais mes études à Nanterre, je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre, oh, c'était la bourgeoisie, les beaux quartiers qui étaient, comme souvent, animés par un espèce de prurit révolutionnaire. Elle a pris le pouvoir. Elle a organisé le système de telle manière à asseoir depuis 40 ans que ça dure, sa domination économique, sociale, politique, grâce au système électoral. Dans une élection intermédiaire, ma génération, où elle est encore au travail, Dieu merci c'est mon cas, où elle est à la retraite, les seniors de plus de 60 ans, qui représentent 20% de la population selon l'INSEE, représentent, selon les circonscriptions, entre 35 et 40% des votants, des exprimés. C'est-à-dire que ce sont les retraités qui font les élections. Les retraités, aujourd'hui, c'est la génération de 68. Et cette génération de 68 impose une politique conforme à ses intérêts. Je dis qu'elle a transformé son écosystème en égosystème. C'est-à-dire un système qui repose, il faut bien le dire, sur le transfert massif du travail des jeunes actifs pour financer le système des retraites et le système de santé, de notre protection sociale. Donc on est bien dans un suffrage censitaire. Ce suffrage censitaire est évidemment conforté par les élites, puisque cela permet des alternances droite-gauche, sans que rien ne change fondamentalement. On a vu la grande espérance déçue de Nicolas Sarkozy, je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Vous direz, c'est une grande tradition finalement. Parce que vous dites là, quand on regarde l'histoire, c'est pas nouveau, c'est une grande tradition dans l'histoire de la République. En fait, la République française ne s'est jamais préoccupée d'accomplir la volonté générale, mais au contraire, de mettre en place les moyens d'en restreindre l'expression. La première constitution, la deuxième constitution, celle de l'an 3 du Directoire en 1795, impose le suffrage censitaire. Ça va durer presque la moitié du XIXe siècle. Pour exclure qui? Les paysans, les ouvriers, les artisans. Un historien dit d'ailleurs que ce sont les classes laborieuses. Les classes laborieuses sont considérées comme une classe dangereuse. Pas question de leur donner le bulletin de vote. Aujourd'hui, on leur donne le bulletin de vote, mais on les décourage. On leur dit que ça ne sert à rien d'aller voter, parce que de toute façon, vous n'aurez pas d'élu. En fait, c'est le message subliminal. C'est ce qu'on appelle une manipulation du corps électoral. Et puis même cette même République a interdit aux femmes d'exercer le droit de vote pendant plus d'un siècle. Il a fallu attendre 1944. L'Assemblée d'Alger, l'impulsion du général de Gaulle, qui va donner le droit de vote aux femmes. Alors que toutes les monarchies européennes avaient donné le droit de vote aux femmes durant la même période. Pourquoi? Parce que la République radicale disait non, les femmes sont sous le contrôle et la suggestion de l'Église, donc ça va renforcer la droite. Pas question de leur donner le droit de vote. Donc, l'idée que la démocratie, c'est l'expression de la volonté générale en France, ça a toujours été l'expression de la manipulation du corps électoral. Pour essayer d'aboutir à un rapport de force, confiscation, détournement au profit de ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir. L'exemple même que nous avons, là, sous les yeux, c'est celui des primaires. Le général de Gaulle, quand il crée l'élection du président de la République au suffrage universel, la loi de novembre 1962, c'est pour, dit-il, conjurer le spectre des partis. Il veut instaurer un dialogue entre le candidat et la nation, direct, sans filtre, sans intermédiaire. Une fois de Gaulle mort, les partis n'auront qu'une idée en tête, récupérer le processus de manière à assurer le contrôle, la sélection des candidats, faire de l'élection présidentielle leur chose. Ça commence avec
Mitterrand d'ailleurs, hein, c'est le Parti socialiste qui l'investit, voilà, qui va le présenter, donc il y a un filtre entre les Français et le candidat. Et par la suite, donc, ces procédures de désignation se délégitimant, se déconsidérant progressivement, parce qu'il faut bien dire que les partis politiques ne bénéficient pas d'une formidable popularité. Plus d'ailleurs ils sont impopulaires, plus ils ont besoin d'inventer une nouvelle procédure de légitimation. Ils ne peuvent plus désigner le candidat entre eux. Ils ne font même plus ce qu'ils faisaient avant. Là, vous vous souvenez, par exemple, Ségolène Royal avait été désigné par les adhérents du Parti socialiste. Alors, on voit bien que ce procédure de légitimation, cette procédure maintenant, compte tenu du discrédit qui s'attache au parti, n'est plus opératoire. Donc on a inventé les primaires. Seulement les primaires, c'est toujours un détournement de démocratie. Les gens se disent, c'est chouette, on va pouvoir choisir notre candidat. Mais regardez la réalité. C'est pour ça que moi j'ai dit que la primaire était une régression démocratique. Elle accentue cette dérive vers le suffrage censitaire. La primaire, ça veut dire quoi? Il y a 2, 3, 4 millions d'électeurs qui appartiennent à un camp ou à un autre qui vont aller voter pour finalement choisir leur candidat, c'est-à-dire s'interposer dans ce dialogue que De Gaulle souhaitait entre le peuple français et le candidat. C'est-à-dire que c'est une minorité partisane qui va construire l'offre politique soumise à l'ensemble des Français. Les candidats, déjà vous connaissez les conditions draconiennes qu'il faut remplir pour être candidat à la présidentielle, 500 signatures et maintenant des critères sur la publicité des parrains, le nombre de départements dont ils doivent être issus. Et en plus, maintenant, voilà, les partis mettent un autre verrou. Au moment où il faudrait rouvrir le jeu démocratique, au moment justement où il faut donner aux Français la possibilité de s'exprimer en choisissant des candidats qui ne seraient pas forcément les produits, ce que j'appelle l'endogamie partisane, je dirais même l'inceste partisan. C'est-à-dire que des partis politiques ne peuvent produire que des gens qui pensent conformément. Pour être candidat, par exemple, à la primaire des Républicains, il fallait 20 parlementaires, 200 élus, 2500 signatures, autant de brevets de conformité idéologique. Il ne va pas sortir un homme providentiel d'un système dont on sait qu'il est sclérosé, qui forme les mêmes pseudo-élites, parce que la politique en France, comme un peu partout, hélas, exception faite peut-être des édiles et des maires, ne sélectionne pas toujours les meilleurs. Eh bien, ce système des primaires, on va remettre à une minorité partisane le choix qui va être imposé à l'ensemble des Français. Et bon, on a vu. Alors, pas qu'on puisse penser de François Fillon, mais il a été élu par qui? Par une France provinciale, plutôt catholique, qu'il a élu d'ailleurs sur les valeurs, pas sur son programme économique. S'il pense qu'il a été élu sur son programme économique, je pense qu'il fait une lourde erreur. Il est élu par les électeurs qui sont plus préoccupés de l'abrogation de la loi Taubira que de la suppression de l'ISF ou même de l'aménagement des 35 heures. J'espère qu'il s'en souviendra et que cette espèce de révolution conservatrice qu'on a vu se manifester le rendra captif de ses engagements de campagne. En tout état de cause, là encore, nous avons eu des gens parfaitement intégrés dans la société, tout à fait respectables, ce peuple de droite qui est allé voter et qui a choisi son candidat. Seulement, le problème, c'est que dans ces primaires, l'électorat populaire, lui, n'est pas allé voter. Cette France périphérique, cette France des invisibles, de la relégation, elle n'est pas allée voter, elle ne s'est pas sentie concernée. Et pour être élu, il faudra convaincre ces gens-là. Et pour avoir une légitimité aujourd'hui dans ce pays, ce qui a été la grande promesse trahie du sarkozysme, car finalement, mais on verra sur ce point parce que je ne voudrais pas être trop sévère dans mon jugement ou dans mon propos, c'est que aujourd'hui, il faut faire ce qui ne s'est produit que 3 fois dans notre histoire électorale, pas 4, 3 fois. L'alliance des forces conservatrices, on va dire la droite traditionnelle, attachée à des valeurs, à un mode de vie, à une éthique et des catégories populaires. Ça s'est produit une première fois en 1947 avec la création du RPF par le général de Gaulle aux élections municipales, où le RPF a conquis des bastions socialistes et communistes en s'emparant des mairies de Marseille et de Lille. Ça s'est produit une deuxième fois en 1958 avec le retour de Gaulle au pouvoir, où De Gaulle, au référendum qui a suivi, puis aux législatives, a bousculé le Parti communiste, lui faisant perdre 2 millions de voix, alors qu'il était sur une courbe ascendante depuis la libération. Et ça s'est produit, il faut bien le dire, au premier tour de la présidentielle de 2007,
où Nicolas Sarkozy a 31% des voix, a bénéficié de l'électorat de droite traditionnel, mais a, selon l'expression consacrée, siphonné une partie des voix du Front National, c'est-à-dire des voix populaires. Si vous ne faites pas l'alliance entre l'électorat populaire et les forces conservatrices, vous n'avez pas la légitimité nécessaire pour gouverner en France. Nicolas Sarkozy l'a eu, et évidemment, la grande déception, c'est qu'il a gâché cette carte et ce jeu-là. Donc les primaires, finalement, ça aurait pu très bien tourner à une désignation de Sarkozy et de Hollande, puisqu'au fond, les deux avaient conçu ou s'étaient ralliés aux primaires avec l'idée de se faire une nouvelle fois adouber, et une minorité partisane aurait bien pu les désigner, alors que même les enquêtes d'opinion nous disaient que 80% des Français ne souhaitaient ni la candidature de Hollande, ni celle de Sarkozy. Vous voyez, la perversité du système, finalement, c'est que c'est une minorité qui choisit et qui va imposer, qui va faire la donne politique soumise à l'ensemble des Français. Et là, la France qui souffre ne se sent pas concernée. C'est la primaire de la gauche qui va aller voter, les fonctionnaires de la fonction publique, les catégories A, B, C, les fonctionnaires des collectivités locales, les profs, les instituteurs, enfin le peuple de gauche. En aucun cas, ceux qui sont le centre de l'enjeu, c'est-à-dire ces 20-22 millions d'électeurs qui ne vont voter qu'une fois tous les 5 ans pour élire le président. Et au lieu de rouvrir le jeu démocratique, c'est-à-dire, pourquoi ne pas imaginer qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, 1 million de signatures sur Facebook valent bien, pardon monsieur le maire, le parrainage de 500 élus. C'est tout aussi représentatif. 1% ou 2% du corps électoral. Non, on maintient ça dans cette espèce de, je vous dis, oui c'est ça, d'endogamie qui fait que les candidats doivent tous sortir du même moule, du même milieu. Or, les alternances depuis 20 ans ou 30 ans montrent d'abord que les incarnations politiques sont de moins en moins réussies. On ne peut pas dire que depuis De Gaulle, la courbe soit ascendante. Les 2 dernières expériences, je viens de vous en parler. Ils ne produisent pas un personnel politique capable de se hisser, de se hausser à la hauteur de la fonction, et on assiste à une confiscation de la démocratie au profit, une privatisation des moyens de gouvernement au profit des 2 partis du système, le PS, les Républicains, ex-UMP, qui eux-mêmes ont de moins en moins de légitimité, mais qui sont encore en mesure d'imposer ce qu'ils imposent, c'est-à-dire contrôler le processus de sélection des candidats à la présidence de la République. Et je crois que ça aussi, c'est un problème fondamental. Pour restaurer le peuple français comme sujet politique souverain, il n'y a pas 36 façons de procéder. Alors, on se méfie tellement du peuple qu'on est prêt à le recomposer, à défaut de le dissoudre. On va recomposer le démos, voilà. Hein. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire, souvent, la critique médiatique présente le populisme comme la revendication identitaire des petits blancs, la revendication ethnique, le peuple ethnos. Voilà, c'est ça le populisme. Donc, sous-entendu, c'est le racisme des pauvres types. Bon. Mais il y a une autre dimension qu'ils ne veulent pas voir, parce qu'elle est la remise en cause de ce système. C'est la protestation du peuple démos qui réclame de la démocratie, une vraie démocratie. C'est une démocratie où il est la parole. Pas la démocratie telle que la définissait en souriant Valérie, l'art d'empêcher les gens de se mêler de ceux qui les regardent. Eh bien, nous sommes sous cette démocratie-là, où on empêche les gens de se mêler de ceux qui les regardent. On va même jusqu'à imaginer cette recomposition du démos. Il était question du vote des étrangers, je ne me trompe pas. Nous avons assisté quand même, c'est formidable, l'élection de 2012. Pour la première fois, ça a été quand même assez peu dit. Une élection où le destin de la France a été arbitré par la minorité ethnique. Madame Tribala, démographe qui sait compter, estime à 1 500 000 le nombre des voix musulmanes, dont les sondages nous disaient qu'à 90% ils ont voté pour François Hollande. Et je vous rappelle que l'écart entre les 2 candidats au 2e tour était d'1 100 000 voix. Le dernier stade de la recomposition du démos sera vraiment le vote des étrangers, d'abord au municipal, et puis Dieu sait où cela s'arrêtera. Et d'ailleurs, pour être bien sûr que si par hasard la volonté populaire s'exprimait dans un scrutin, on a mis en place tout un dispositif de verrous. Il y a 3 verrous. Le système électoral, on est tranquille,
aux élections intermédiaires, le peuple ne va pas voter et les forces populistes, les mouvements populistes sont minoritaires. Il y a un deuxième verrou qui est le contrôle juridictionnel. Il ne suffit pas qu'une loi, par exemple, soit votée par mégarde, par une majorité à l'Assemblée qui sera animée de bons sentiments. Il y a le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, il y a les juges qui ne sont pas élus, qui représentent la loi au-dessus de la loi. Vous savez, les élites considèrent qu'il y a une rationalité supérieure à l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple a besoin d'être éduqué, le peuple a besoin d'être encadré. Donc, s'il pense mal, ou si la volonté générale s'exprime de telle manière, il y a ce contrôle juridictionnel, qui est une sorte de brevet, de conformité idéologique. Puis il y a même ce qu'on a appelé le mandat social par opposition au mandat électoral. C'est-à-dire qu'il y a des associations, des minorités, comme SOS Racisme par exemple, qui, par les campagnes médiatiques qu'ils mènent, neutralisent, annihilent, paralysent la volonté des gouvernements de droite. On a vu ça pendant des années, au motif que la loi déroge à ce qui est leur doxa, c'est-à-dire leur pensée dominante. Verrouillage par le système électoral, verrouillage par le contrôle juridictionnel, verrouillage par les autorités morales. Qu'est-ce qui reste de la volonté populaire? Comment la rétablir? Il n'y avait et il n'y a qu'une seule façon de procéder. Dans son programme de 2007, Nicolas Sarkozy avait inscrit, je lui avais incité, le référendum d'initiative populaire sur le modèle suisse. Il n'a eu de cesse, lorsqu'il s'est agi de transcrire dans la loi cette partie de son programme, de restreindre en fait les modalités d'application pour le rendre totalement inopérant. C'est devenu le référendum d'initiative partagée, il faut 20% des parlementaires et il faut 10% du corps électoral, condition absolument impossible à remplir. Donc on s'est assuré que le peuple ne pourrait pas s'exprimer. 3 fois au cours de ce quinquennat, je lui ai suggéré de faire des référendums. Non pas des plébiscites sur le modèle gaullien, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a en France que le référendum qui permet de trancher un certain nombre de réformes de fond, de questions fondamentales, et de donner la pleine légitimité à la décision populaire. J'ai posé 5 référendums sur la question de l'immigration ne peut pas être tranchée par un débat à l'Assemblée, elle ne peut pas être tranchée par un président nouvellement élu, elle ne peut être tranchée que par le peuple français. Le philosophe Marcel Gauchet dit quand même, c'est la question centrale du destin collectif de la France, elle a été tenue à l'écart du débat de la délibération démocratique. Personne ne s'est prononcé sur le fait que nous allons avoir une immigration qui est aujourd'hui une immigration de peuplement, il faut appeler les choses comme elles sont. Marcel Gauchet, ce n'est pas un exalté d'extrême droite, c'est quelqu'un qui regarde l'évolution du monde politique avec les lunettes du philosophe ou du métapoliticien. J'ai proposé donc de faire un référendum plutôt que ce discours de Grenoble qui était la caricature de ce qu'est le storytelling. Le storytelling, dire c'est faire. Quand on a dit, on a fait. Eh ben non, c'est pas comme ça la politique. Et c'est pire même, c'est dire, c'est faire croire. Non pas faire, mais faire croire. Le discours de Grenoble, on allait faire une nouvelle loi, il s'agissait de déchoir la nationalité des délinquants. Très bien. Lois qui ne sont jamais suivies de décrets d'application, et les Français ont compris une chose, c'est un artifice de communication. On ne peut sortir de ce problème qu'en interrogeant les Français sur les 5 points fondamentaux. Le regroupement familial, les critères d'attribution des prestations sociales, le droit d'asile, le droit du sol, les accords de Schengen. Voilà, il faut que ce domaine-là réincorpore soit le champ démocratique, le champ du débat démocratique, dont il a été exclu. Il a refusé. Il a refusé au prétexte qu'on ne se prononçait pas sur les questions, mais sur celui qui posait les questions, ce qui est entièrement faux. On l'a vu avec le référendum de 2005 sur le traité de l'Union européenne, on n'a pas parlé de Chirac. Les Français ont voté contre pour des raisons dans lesquelles n'interférait pas la personne du président. Alors, ces gens qui pratiquent une démocratie censitaire ou une démocratie diversitaire, c'est-à-dire qui prétendent donner le primat aux droits des minorités sur la majorité, ce qu'ils appellent la tyrannie, l'hégémonie de la majorité, eh bien, ont en commun de tous refuser la perspective du référendum. Pourquoi? C'est l'expression le vecteur des passions plébéiennes. C'est là le défouloir d'une catharsis absolument insupportable.
pas question de référendum. Grâce au référendum d'initiative populaire en Suisse, les Suisses en 40 ans ont été consultés 215 fois. En France, 6 fois. C'est dire combien notre démocratie parlementaire dite représentative se soucie peu de ce que pensent et de ce que veulent les Français. Là aussi, je ne vais pas faire de longs dégagements historiques, mais dès la Révolution française, ça a mal commencé avec les États généraux. Ils se détachent tout de suite des cahiers de doléances, Assemblée nationale, Assemblée constituante, bref, c'est eux le pouvoir. Et d'emblée, ils vont refuser le mandat impératif. Vous le savez, monsieur le député maire. Mandat impératif, ça veut dire que le mandataire, l'électeur, est en mesure de demander à son mandant, l'élu, de s'engager sur des points précis. Bah, tu voteras ou non le remboursement de l'avortement, par exemple. Bon, pas de mandat impératif. C'est-à-dire que dès le départ, la souveraineté populaire est congédiée le jour même du vote. Le soir même du vote, l'élu, il fait ce qu'il veut. Si Jacques Bompard avait envie d'être parce qu'à Dieu ne plaise ce qu'il n'a jamais fait, et c'est en cela que c'est un homme politique remarquable, il est fidèle à ses engagements. Mais donc, selon la loi de cette démocratie représentative, bien exposée par la BCIS dès l'ouverture des États généraux, en parlant de souveraineté parlementaire, de souveraineté nationale, ça veut dire qu'on congédie la souveraineté populaire, dès qu'il est élu, le député, l'élu, fait ce qu'il veut. Bien. Pas de mandat impératif, et un système, finalement, qui fait que la démocratie n'est qu'une démocratie formelle. Jacques Julliard, qui n'est pas un homme de droite, qui est plutôt issu de la tradition chrétienne de gauche, dit au fond, dans cette démocratie substitutive dans laquelle nous sommes, même le tirage au sort, qui est à l'origine de la démocratie athénienne, c'est comme ça que ça se passait dans la police, dans la cité grecque, représenterait plus les Français ou donnerait aux Français le sentiment d'être associés au pouvoir, plus que notre mode de scrutin et la manière dont nous votons. Cette idée essentielle de réinstituer le peuple comme maître et acteur souverain de son destin, c'est évidemment le deuxième enjeu majeur. Et là, la classe politique, à quelques exceptions près, est évidemment fébrilement, fanatiquement contre, pour les raisons que vous savez. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là, puisqu'on voit bien que la base de légitimité sur laquelle reposent les politiques est trop faible pour que le moment venu, ils prennent les décisions, les réformes, les décisions courageuses. Le référendum a un avantage, c'est qu'il institue un arbitre unique, il évite les longs débats stériles et la dictature des minorités. Il a cette transparence. Mais c'est évidemment, il a un autre inconvénient pour les élites qui nous dirigent, c'est qu'il se déroule dans le cadre national, c'est-à-dire qu'il renforce la notion de souveraineté. Nicolas Sarkozy a laissé entrevoir une promesse, il apparaissait comme un candidat populaire, sinon populiste, il ne l'a pas tenue pour les raisons que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que notre pratique de la démocratie, c'est le congédiement de la souveraineté populaire sitôt celle-ci s'est-elle exprimée. Troisième enjeu et troisième nécessité, refonder une politique sociale. Je disais à l'instant, la question de l'immigration a été tenue à l'écart du débat démocratique depuis 40 ans. Les Français ont compris quels étaient les enjeux. Ils ont compris l'économie comptable de l'immigration. Ils ont compris que ça consistait à privatiser les profits au profit des entreprises, restauration des marges, pression sur les salaires, désyndicalisation, et à nationaliser et collectiviser les coûts, formation, sécurité, protection sociale. C'est une opération qui se fait au détriment de la collectivité, aux avantages peut-être de l'économie française, c'est à voir, on peut en discuter. Mais en tout cas, cette logique comptable-là, elle est absolument indiscutable. On voit bien d'ailleurs ce que les immigrationnistes représentent. Madame Parizeau à la tête du MEDEF, ou M. Decastre à la tête du groupe AXA, sont les prototypes de ce patronat qui ne se préoccupe pas de ce que vivent les Français, mais de leur logique purement économique et de profitabilité. Bien. Cette question de l'immigration, elle est toujours mal abordée pour des raisons de fanatisme, d'aveuglement idéologique. Tout le monde, d'ailleurs, contribue à brouiller les lignes.
Quelqu'un qui était quelqu'un d'intéressant, Bernard Maris, un économiste, il travaillait, vous savez, à Charlie Hebdo, il fait partie des dizaines de personnes qui ont été tuées par le commando de Daesh en janvier 2015. Il posait une question très intéressante, il m'arrivait souvent de parler avec lui parce que c'est quelqu'un qui n'était pas un sectaire ou un fanatique. Il disait, mais pourquoi depuis 30 ans dans un pays qui subit le chômage de masse comme la France, pourquoi la question de l'emploi, du chômage, n'est pas le principal ressort, n'est plus le principal ressort du vote ouvrier ou du vote des catégories populaires? Pourquoi? Pourquoi a-t-il été supplanté par la question culturelle? En fait, par culturelle, il entendait, allez, la question sociale, en fait. L'insécurité culturelle, c'est aussi une insécurité sociale. Ben, la réponse est simple, je lui faisais toujours la même, parce que les deux s'emboîtent. Parce que la question identitaire ou culturelle recouvre la question sociale. Du fait même de l'évolution de notre politique sociale. Nous avons fait le choix, je veux dire, les gouvernements de droite comme de gauche, et d'ailleurs c'est la droite qui, la première, initie cela, avec Jacques Barrot, ministre, c'était sous Giscard. Nous avons fait le choix de substituer à la politique, à la question sociale, la question ethno-raciale. Je m'explique. Le critère de distribution de l'argent public aujourd'hui en France, ce n'est pas l'origine, ce n'est pas le revenu, c'est l'appartenance ethnique, c'est le quartier, c'est donc la concentration des populations immigrées, qui est la base même de la politique de la ville, et dans une phase où l'argent public est devenu rare à cause de l'endettement, à cause de nos déficits, l'État qui se refuse de procéder à des arbitrages transparents ne se donne pas le moyen arbitrage transparent, c'est-à-dire un débat posé avec la vérité des chiffres, la réalité sur la table, ne se donne pas les moyens d'avoir une politique sociale équitable. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? La politique de la ville a englouti 100 milliards d'euros. Bon, si on en croit le rapport de la Cour des comptes, il ne faut pas toujours croire les rapports de la Cour des comptes, mais en l'occurrence, ils disent la même chose, avec peu de résultats. 100 milliards d'euros qui représentent un choix politique. L'argent public étant rare, nous avons choisi de le distribuer là, dans les quartiers. Les géographes, les sociologues qui font leur travail ont établi des cartes de la pauvreté en France. Ah, surprise, la concentration de pauvreté, ce n'est pas dans le 93 en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas dans le 9-4 du Val-de-Marne, c'est dans la Creuse, c'est dans l'Ardèche. Des gens qui, la plupart du temps, ont droit, par exemple, au RSA, mais qui ne le demandent pas parce que c'est la vieille culture paysanne. Moi, je ne veux pas être assisté par l'État. Les 25 millions, les 23 millions de la France périphérique sont là. Ils ont eu le sentiment depuis 40 ans, c'est ce qui a contribué à délégitimer les politiques publiques et notamment l'État-providence. Ceux qui avaient le plus besoin de l'État-providence, de l'aide de l'État-providence, considèrent que l'État-providence ne fait pas son travail. Qu'il distribue l'argent public selon un critère qui n'est pas le critère de la justice sociale, qui ne répond pas à une logique de compensation à l'égard des plus démunis, mais à une logique de réparation à l'égard des populations immigrées, ex-colonisées, une sorte de rente de la culpabilité coloniale que nous payons depuis 50 ans. Et souvent, ces électeurs, c'était des électeurs socialistes, c'était des électeurs communistes. Regardez ce qui s'est passé dans le nord de la France, dans l'Est, les bastions communistes, socialistes qui ont peu à peu glissé vers le Front National, vers le vote Front National. Car le principal ressort, mesdames et messieurs, du vote Front National, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes interlocuteurs, c'est cela. La promesse d'égalité, ce qui fondait d'ailleurs, ce qui légitimait ce qu'on appelle la social-démocratie, c'était, eux, ils redistribuent l'argent public pour faire en sorte que les inégalités soient un peu moins fortes. Cette promesse d'égalité n'est plus portée par la gauche, qui l'a trahie en abandonnant la question sociale. Vous savez comment ils parlent de ces populations. Ce sont les chiens, les groseilles, les Dupont-Lajoie, les pauvres types, quoi. Les petits blancs. Voilà. Et bien cela, on a choisi de s'en détourner, et ils ont ressenti ce qu'a fait avec la politique de la ville la gauche, plus encore que la droite, parce que la droite ne prétendait pas porter le flambeau de la justice sociale, comme une trahison, comme un abandon.
Et ils sont allés vers le vote Front National. Cette promesse d'égalité qui était consubstantielle aux idéaux magnifiques, quand je dis magnifiques, de la gauche qui marchait sur deux jambes, l'égalité et le progrès, eh bien la gauche l'a trahi. Conscient de cette réalité, en 2008, j'ai proposé au président de la République de changer le critère d'attribution de l'argent d'État, de la manne d'État, cette espèce de corne d'abondance que nous déversons. Plus le quartier, plus le critère géographique, mais celui du revenu, justement de la concentration de pauvreté. Ça voulait dire que c'est un critère parfaitement juste, c'est pas discutable. Le revenu ou l'absence de revenu, c'est le bon critère. Et il y aurait comme bénéficiaires ou allocataires de cet argent public des immigrés, comme des Français de souche. Mais c'était un critère équitable. Et je lui avais expliqué, même justement, pour essayer de le rassurer, parce que j'entendais évidemment dans nos débats, dans le fameux salon vert où on se réunissait là à l'Élysée, les autres conseillers dire « mais ça ressemble à la préférence nationale ». Non, pas du tout. Moi, je ne propose pas d'instaurer la préférence nationale, je te propose de rompre avec la préférence immigrée. C'est tout à fait différent. Rupture avec la préférence immigrée, qui est la politique sociale de la France depuis 40 ans, qui consiste à, effectivement, concentrer l'ensemble des moyens publics, y compris par un surinvestissement absolument délirant, comme dans le département sur le Seine-Saint-Denis, dans quelques les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, toutes les superstructures qu'ils ont créées sont des réservoirs à fonds publics, alors que sont en déshérence la moitié finalement de la population française qui aurait besoin de ces aides, qui ne les réclament pas ou qui n'en bénéficient pas. C'est l'époque où arrive Carla Bruni, où il nomme Fadela Amara, secrétaire d'État chargé de la politique de la ville. Inutile de vous dire qu'après avoir prêté un intérêt qui a dû durer 48 heures à ma proposition, il l'a balayé, on a repris la politique de la ville. Alors, je ne vais pas faire le bilan en matière d'immigration de Sarkozy, vous le connaissez, il n'y a jamais eu autant d'immigration. La différence, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé sous Jospin, alors certes, il y avait 35 000 expulsions par an, mais généralement, le ministre chargé de ça, Hortefeux, me disait « oh là là, quelle corvée ». D'ailleurs, on expulse toujours les mêmes, c'est ceux qui reviennent, des pauvres types, des soutiers du bâtiment, les main-d'œuvre de cirque, les travailleurs d'Europe centrale, les Polonais, les Roumains qu'on va rafler à 5 h du matin pour faire du chiffre. Et pendant ce temps-là, je vous passe sur tout l'arsenal législatif et tout ce qui a pu être fait et qui nous a fait passer totalement à côté de cette politique de l'immigration, puisqu'il avait été élu sur la maîtrise des flux migratoires. Vous vous souvenez du discours sur l'immigration choisie par rapport à l'immigration subie. La différence avec les circulaires Chevènement, c'est que tout ça s'est fait en douceur. Personne ne l'a su. Moi, j'ai commencé à me rendre compte des choses en 2009. En fait, que nous ne faisons rien dans ce domaine-là. Alors, organiser un débat sur l'identité, contre lequel je me suis opposé. Quand au pouvoir, on ne débat pas. On agit. Alors, ça a peut-être un mérite, ce débat. Je me suis dit, finalement, c'était après le référendum. La votation suisse, vous avez sur les minarets. Les Suisses avaient dit non. Alors, Sarkozy a commencé. Il fallait quand même qu'on fasse quelque chose sur l'identité. Alors, eh bien, on fait ce débat. Ce débat, je me dis, bon, après tout, évidemment, on ferait mieux d'agir. Mais ça va peut-être faire remonter tout ce que j'évoquais tout à l'heure, chez les Français, la confiance en eux, la conscience d'avoir été un grand peuple. Là. Cette estime de soi, ce capital immatériel qui fait qu'on fait nation autour d'un passé commun. Les grandes choses faites ensemble, dit Ernest Renan. C'est ça une nation, c'est le souvenir des grandes choses faites ensemble et des choses qu'on a faites et qu'on va faire. Et puis finalement, le débat a tourné autour de la question de l'immigration. Je pensais aussi, j'ai essayé, mais le ministre était à ce moment-là Éric Besson, d'infléchir le débat pour essayer de contrebattre tous les mythes historiques qu'on véhicule aujourd'hui. Alors, comprenez-moi, mon propos n'est pas de plaider pour ce que les gens d'en face appellent une politique de repli, mais simplement de constater quelles sont les réalités historiques. Le mythe qui consiste à dire que la France a toujours été une terre d'immigration. N'importe quel démographe vous dira que la population a été ethniquement homogène pendant
15 siècles. Même les grandes invasions, les Francs, numériquement, ça ne représentait pas grand-chose. Alors culturellement, ça a donné le nom à notre beau pays, mais c'est plutôt la civilisation gallo-romaine qui l'a emporté, qui a fini par assimiler le très petit nombre de Francs. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, une population éthiquement homogène. Terre d'accueil, terre d'immigration, aucun historien sérieux ne peut le dire, et pourtant c'est le discours officiel. À partir du milieu du XIXe siècle vient une immigration d'origine européenne que vous connaissez, italienne, polonaise. Alors aujourd'hui, il est bon ton de dire oui, ça a été simple finalement, puisque culturellement, d'abord c'était des chrétiens européens, partageaient les mêmes mœurs, les mêmes valeurs. Eh bien, pas du tout. Quand on regarde l'histoire, ça ne s'est pas bien passé. Enfin, quand je veux dire ça ne s'est pas bien passé, tout le monde a oublié, par exemple, dans le Midi viticole, au XIXe siècle, la violence du syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire de gauche et d'extrême gauche contre les travailleurs saisonniers italiens qui venaient faire les vendanges, à tel point même qu'un universitaire de gauche, Pierre Milza, a écrit un article très intéressant, une étude très intéressante sur l'immigration italienne. On se dit, formidable, les Italiens se sont assimilés. C'est dur de s'assimiler. Eh bien, la réalité, c'est que sur les 5 millions d'immigrés italiens, Milza a conclu à un tiers a fait souche, un tiers est reparti en Italie, un tiers a choisi un autre pays d'immigration, essentiellement les États-Unis. L'assimilation, ce processus d'acculturation, c'est quelque chose de difficile. Et la France, pendant des siècles, s'est pas préoccupée d'ouvrir les portes et les fenêtres, mais plutôt de tirer les verrous, les clenches et tout verrouiller. Terre d'accueil, où ont-ils vu cela? Terre d'assimilation, oui, nous avons réussi, avec les populations européennes, une assimilation, mais qui portait encore, qui n'était pas garantie. Voilà. Mais tout ça participe de la même idée, c'est qu'ils veulent destituer le peuple français, qui au fond, pour eux, n'a jamais été un peuple, n'a jamais constitué un peuple dans l'histoire, mais le produit d'un métissage millénaire, contre toute réalité. Inutile de vous dire que le débat sur l'identité n'a servi à rien de tout cela. Si ce n'est qu'au moment même où nous enclenchions ce débat, j'apprenais, et je le fais observer au président de la République, et je lui demande de faire le nécessaire pour qu'il revienne sur cette mesure, que le ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Châtel à l'époque, ancien directeur des ressources humaines de L'Oréal, vous voyez comme ça le qualifiait pour faire une grande politique au service de cet enjeu essentiel qui était la transmission, supprimait l'enseignement de l'histoire en classe de première S. Et nous avions au même moment le projet de faire un musée de l'histoire nationale, projet auquel je tenais beaucoup, qui s'est perdu dans les sables et qui s'est enlisé. Refonder la politique sociale, donc, c'est une œuvre de justice qui permettrait à une droite digne de ce nom de ravir à la gauche qui l'a abandonné, justement, ce flambeau, ce totem de la justice sociale. Encore une fois, pas une politique de préférence nationale, une préférence de rupture avec la préférence étrangère, qui est le régime sur lequel nous vivons. C'est ce que fondamentalement 80% des électeurs attendent, et singulièrement les classes populaires, qui vivent cette situation comme une injustice. Ils vivent, c'est pas, là encore, un extrémiste, c'est Braudel, le grand historien Braudel, qui disait, finalement, on est en train de vivre un processus colonial à l'envers. C'est le dernier arrivant qui a le plus de droits. Un peu comme le régime colonial en Algérie, c'est vrai qu'il y avait deux catégories de citoyens, les citoyens de première classe et de deuxième classe. La grande idée de Sarkozy, à un moment en 2008, c'était d'introduire la notion de discrimination positive dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, c'est-à-dire créer deux catégories de citoyens. Première catégorie, deuxième catégorie. Et le maximum de droits, la prime, la discrimination positive, allant aux derniers arrivés. C'est vraiment le schéma colonial appliqué à la réalité française. Nous avons été sauvés de ça, je ne m'attribue aucun mérite, mais par la grande sagesse, il faut le dire, on n'est pas obligé d'apprécier cette personne, de Simone Veil, qui au Conseil constitutionnel a fait valoir que c'était un passe-droit anti-républicain et qu'il n'était pas possible d'inscrire ça dans la Constitution. Et Nicolas Sarkozy avait été élu, comme vous le savez, sur le programme que vous connaissez, en 2007. Dernier point, et je voudrais terminer par là, c'est un point délicat. Restaurer la fonction présidentielle, réinstituer le peuple français comme sujet politique et donc sujet historique,
refonder la politique sociale. Le quatrième point, c'est une nécessité sans laquelle nous serons balayés, refonder ou faire une politique de civilisation. La politique de civilisation, c'est ce que nous pouvons opposer à l'islamisme, et même, je dirais, tout simplement à l'islam, et il n'entre aucun mépris dans mon propos, car je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas tout à fait la vision qui est l'idée courante, dominante dans certains milieux. Il faut essayer de comprendre les choses comme elles sont, parce qu'elles sont complexes. Ni la droite ni la gauche ne sont capables de comprendre culturellement, intellectuellement, philosophiquement le fait religieux. On est entré dans une ère très particulière. La formule n'est pas de moi, elle est de Régis Debray, où nous étions dans l'ère de la politique comme religion, ouverte par la Révolution française. La politique, c'était une sorte de sacrée de substitution qui remplaçait la religion, à l'ère où du retour de la religion comme politique, à travers la montée de l'islam, comme agent historique. Et notre classe politique, elle ne comprend rien aux faits religieux parce qu'elle ignore justement cette espèce de capacité insurrectionnelle qu'a la religion, qui est certes parfois une pulsion de mort, mais aussi un soulèvement de vie, et singulièrement pas l'islam, parce que l'islam a une capacité bien particulière, qui était aussi d'ailleurs celle du christianisme, on parlera dans un sens à propos de la difficulté du sujet, de faire société. L'islam, comme vous le savez, repose sur une étroite connexion entre la foi et les mœurs. La loi civile et la loi religieuse sont indissociables, insécables. Les politiques françaises ne veulent pas le voir. Et il faut aujourd'hui poser la question majeure, c'est qu'avec la politique de l'immigration, nos dirigeants, depuis 50 ans, et ça pose la question de leur responsabilité, ont vécu dans une ignorance volontaire ou pas des conséquences qu'allait avoir cette immigration de masse sur la société et l'identité française. Et ils ont ignoré, ou ils n'ont pas voulu le voir, et pourtant les prodromes étaient là en 1979 avec la révolution iranienne et l'accession de Khomeini au pouvoir, le retour de l'islam comme agent historique, et pas simplement dans les terres musulmanes, là où il y avait une immigration. Alors il y a deux erreurs d'appréciation, d'approche de la question de l'islam aujourd'hui, qui ont les mêmes conséquences. Mais elles sont partagées par 90% de la classe politique, 80%. La droite. La droite a toujours considéré le fait religieux, finalement, la droite a toujours tendance à vider le fait religieux de sa substance spirituelle. Ce qui l'intéresse, politiquement, c'est les croyants, c'est les fidèles. Et la droite a toujours considéré que la religion, c'est un outil de contrôle social. Ça permettait de faire en sorte que les populations se tiennent tranquilles. Voilà. C'est vrai d'ailleurs, dans nos provinces au XIXe siècle, les mandements épiscopaux participaient de cette espèce d'ordre moral que décrit la gauche. J'ouvre une parenthèse tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est trop drôle. Le projet émancipateur de la gauche au XIXe siècle a consisté à combattre le suffrage censitaire et la censure préalable. Ils n'ont pas eu besoin de faire voter des lois pour rétablir à leur profit aujourd'hui le suffrage censitaire et la censure préalable. C'est quand même formidable. Nous vivons dans un monde où toutes les valeurs sont inversées. Personne ne s'en aperçoit parce que la culture historique, la perspective, le surplomb n'existent plus, même chez les politiques et surtout chez les politiques. Bon, la droite, pour elle, la religion, c'est ça. Alors, avec les musulmans, leur attitude, c'était il faut contrôler ces populations, on va leur redonner une représentation politique, factice, de manière à essayer maintenir une paix sociale. Voilà, dans les quartiers, dans les banlieues. C'est, si vous voulez, la position qui illustrait très bien ce dialogue entre l'archevêque Maury, qui était archevêque de Paris sous l'Empire, et le préfet Pasquier, qui se croisent dans l'antichambre de l'empereur. Et en se quittant, l'archevêque met sa main sur l'avant-bras du préfet et dit, au fond, monsieur le préfet, vous et moi, on fait le même métier. C'est-à-dire faire en sorte que la population se tienne tranquille, on assure l'ordre. Eh bien, la droite vis-à-vis de l'islam ne devait avoir qu'une attitude. On ne peut pas dire qu'il y a une réflexion de fond sur l'expansion de l'islam en France. C'est comment contrôler ces populations.
avec cette idée formidable, c'est qu'on va construire un islam de France qui sera un islam des Lumières, un islam de progrès, bref, un islam désislamisé. C'est-à-dire ils veulent opérer cette dissociation qui est impossible entre la loi civile et la loi religieuse, puisque c'est un impératif théologico-politique. Mais ils ne le comprennent pas parce qu'ils ne le savent pas, ou ils ne veulent pas le savoir. Et même les meilleurs d'entre eux ont du mal à en tirer les conclusions. Je pense à Chevènement, par exemple. Eh bien, le contrôle social. Eh bien, on va faire comme du temps de la politique coloniale. C'est d'ailleurs une politique néocoloniale. C'était le maréchal Bugeaud, les bureaux arabes, en 1844. On va essayer de susciter une petite bourgeoisie, d'Aga, de Bachaga. On va leur donner des bakchiches. Et puis, on va leur dire, vous représentez les musulmans ou les arabes. Bon. Et puis, évidemment, on compte sur vous pour sous-traiter le maintien de l'ordre. On a fait exactement la même chose de Chirac à Sarkozy en passant par Pasqua avec la communauté musulmane. On a voulu créer ce Conseil français du culte musulman pour essayer de donner vie à un islam modéré, à un islam des Lumières, à un islam avec lequel on pourrait dialoguer. En fait, la réalité, c'est un islam corrompu, un islam qui ne vit pas pour l'islam, mais par l'islam. Je rapporte dans mon livre le dialogue entre Boubaker et Sarkozy. Sarkozy, Dalil, j'ai besoin de toi. Ah, dit Boubaker en portant la main sur son cœur. Oui, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas me demander, dit Boubaker. Eh bien, écoute, il faudrait que tu sois candidat au Conseil français du culte musulman. Ah, dit, mais tu sais que je suis très malade, dit Dalil Boubaker. Sarkozy qui connaît son homme. Combien, Dalil Boubaker. Je peux pas. Sarkozy insiste. Combien? Et Boubaker dit, ce que tu me demandes là est impossible. J'ai été élevé dans une mosquée, je déteste les Arabes et encore plus les musulmans. Son père était directeur de la Grande Mosquée de Paris. Dialogue que m'a rapporté Nicolas Sarkozy. Alors donc voilà, je ne sais pas s'il en assume aujourd'hui la paternité, mais il ne l'a pas démenti. Créer une fausse représentation corrompue avec l'argent public, les subventions publiques, les grands frères, les imams remplacent les agas, les bachagas de l'ère néocoloniale et on se dit on va avoir la paix. Mais la réalité de la population musulmane, c'est quel mépris pour les musulmans. Quel mépris pour les musulmans. C'est pas, le peuple musulman ne se sent pas représenté par ces pseudo-élites d'islam de France qu'on essaye de faire vivre à tout prix. Et surtout, ça montre une chose, c'est que pour aujourd'hui combattre l'islamisme, la droite ne compte que sur ses forces physiques, alors qu'il faudrait faire appel à des forces métaphysiques. C'est-à-dire qu'on ne raisonne qu'en termes de sécurité. C'est bien la sécurité? Ah ben oui, on a besoin. Alors que droite et gauche ont été d'accord pour réduire les budgets de la défense et de la sécurité pendant 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, on découvre la nécessité, que l'histoire est tragique, qu'elle nous rattrape et qu'il faut de l'argent et il faut des moyens. Mais ce n'est pas suffisant. C'est posé en termes de petite politique, de moyens, ce qui est une question de civilisation. Parce que la question, ce n'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que nous opposons à l'islamisme? Quelles sont les valeurs qui nous permettent de faire société? Alors la gauche a un autre travers. La gauche a toujours, non seulement ignoré, mais méprisé le fait religieux. Le fait religieux, pour une grande partie de la gauche, je généralise, il y a des chrétiens de gauche, mais la gauche des Lumières, est rationaliste, libre penseur, et considérait que la religion, c'était une séquelle du passé, c'était un archaïsme qui n'avait aucun avenir, aucun futur. Ce qui les a conduits d'ailleurs à se tromper surtout avec une naïveté déconcertante. D'abord, ils considéraient que la religion, d'une part, était un phénomène archaïque et ils ont tenté de créer du sacré quand même, parce qu'ils savent que le besoin de sacré est un besoin anthropologique, qu'il habite le cœur de l'homme. Alors, quel que soit le nom qu'on donne à ce sacré, alors il y a eu ces sacrés de substitution, la République en est un d'ailleurs. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais créé un appareil symbolique qui suscite beaucoup de respect, il faut le dire, sans préjuger de ce qu'est la forme du régime. Nous avons une constitution qui, depuis 1884, interdit qu'on remette en cause la forme du régime républicain. Vous voyez, c'est bien français, ça. Ça veut dire qu'on sacralise la forme républicaine. Ça veut dire que la forme compte plus que le fond. Et d'ailleurs, on a entendu M. Hollande, dans un raccourci absolument
phénoménal, mais qui traduit bien la culture de cette classe politique au moment de l'affaire du prêtre immolé à Rouen cet été, dire quand on s'en prend à un prêtre, on profane la République. Formidable. Alors le mot profaner, on ne profane que ce qui est sacré, donc tentative de resacralisation de la République. Et puis si, après tout, François Hollande, qui est énarque, qui a fait des études, avait daigné ouvrir un manuel scolaire, il aurait vu qu'à partir de la constitution civile du clergé en 1790, la profanation, le massacre, la déportation, l'exécution des prêtres a été, il faut bien le dire, le fondement de la République française. Bon. Donc on peut raconter n'importe quoi, on peut parler contre les faits historiques. Eh bien, la gauche, qui avec à la fois cette espèce d'idéalisme et d'angélisme qui la caractérise, n'a jamais voulu voir l'importance du fait religieux dans l'histoire. À tel point même que M. Birnbaum, qui est aujourd'hui le directeur des pages littéraires du Monde, a fait un livre, l'année dernière, qui s'appelle « Un silence religieux », dans lequel il commence à battre sa coulpe. C'est toujours le même processus. Quand les mots se présentent, on ne les dénonce pas pour ne pas être complice de la réaction des fascistes de la droite. C'est ce qu'ils ont fait avec le Parti communiste. Et puis, quand on découvre la réalité des choses, on prétend donner des leçons à la terre entière. Qu'est-ce que nous raconte M. Birnbaum dans ce livre ? Si on s'est trompé, on n'a pas vu, par exemple, la rébellion algérienne, voilà, il y avait une dimension religieuse. Finalement, le fait national, le sentiment religieux, ce ne sont pas des séquelles de l'histoire, des cicatrices qui seraient laissées comme ça, mais le cœur battant de l'histoire. Et il cite même Ben Bella, qui, dans la prison où l'a jeté Boumedienne, dit « S'il n'y avait pas eu la lutte contre le koufar, l'infidèle, les fellahs n'auraient pas pris les armes contre l'impérialisme colonial français. » Ça a été ça le ressort de la révolte algérienne. Ils ne l'ont pas vu. Il le dit même très élégamment. Beaucoup de nous croyaient que Al-Mujaïd, le titre de l'organe de l'armée de libération nationale, signifiait le combattant. Manque de chance, ça signifie le combattant de la foi. Eh bien, cette gauche qui ignore le fait religieux porte aujourd'hui, il faut bien le dire, et peu de gens le disent, une responsabilité majeure dans le processus de radicalisation de l'islam en France. Majeure. Elle est pour beaucoup dans le refus de s'intégrer que manifestent aujourd'hui les musulmans vis-à-vis de la société française. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça compte beaucoup. Pourquoi ? Parce que toutes les avancées sociétales que la gauche a apportées sont vécues par les musulmans comme autant d'agressions à leur être de croyants, que ce soit le mariage pour tous, la banalisation de l'avortement, la répudiation des valeurs viriles. C'est quand même frappant, on ne voit pas ça. 80% des convertis en France sont des jeunes hommes qui trouvent à l'intérieur, qui veulent chercher à l'intérieur de l'islam une situation et un statut que c'est l'espèce de, je ne condamne pas du tout le féminisme, mais disons le féminisme hystérique ambiant répudie et ridiculise. Le dernier des imbéciles, justement, c'est le manœuvre masculin, celui qui n'a que sa force physique, ses bras pour travailler, le prolétaire. C'est la figure sociale la plus dépréciée aujourd'hui. Eh bien, posons la question de savoir ce que ces jeunes hommes vont chercher dans l'islam. Et j'en passe des meilleurs, la théorie du genre, l'ABCD de l'égalité, la pornographie télévisuelle, tout ça, ce sont des agressions pour les musulmans, qui vivent sur finalement un double sentiment explosif. Le sentiment de leur supériorité civilisationnelle, ils considèrent que nous sommes une société décadente, et en même temps le sentiment d'infériorité sociale parce qu'ils occupent des emplois subalternes dans la société française. On est supérieur et en même temps nous sommes relégués à un statut inférieur. Tous les ferments, évidemment, d'une explosion qui dépassera le cadre de l'islamisme sont réunis à travers cette contradiction. Et la question de fond est la suivante. Il y a 50 ans, l'intégration, l'assimilation de la communauté musulmane ne posait pas les problèmes qu'elle pose aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, regardons les raisons qui nous concernent. Parce que l'avantage de savoir qui est l'ennemi et de le désigner, ce n'est pas d'en tirer une satisfaction et de préparer une guerre civile, personne ne la souhaite, mais l'ennemi, il est d'abord la remise en cause de nous-mêmes. Il est notre propre questionnement. L'ennemi nous permet de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes devenus et ce que nous voulons. C'est lui qui nous confronte, c'est une altérité radicale qui nous confronte à nos manques, à nos carences, à ce que nous ne sommes plus, ce que nous avons été,
et qui nous amène à la réflexion de fond. La grande erreur de Hollande a été de dire Daesh et de ne pas nommer l'ennemi. Vous ne nommez pas l'ennemi et vous ne le reconnaissez pas comme ennemi, vous le mettez hors humanité. C'est formidable, ces gens d'ailleurs qui, d'une manière générale, reprochent à une certaine droite l'islamophobie. Mais enfin, ils ont fait des djihadistes, des monstres, des fous. Ils psychanalysent, ou ils psychiatrisent plutôt, tous ces comportements-là. Des êtres hors sol. Ils ne leur reconnaissent pas la qualité d'ennemis. Ils ne veulent pas savoir pourquoi ils nous combattent. Pourquoi ils veulent notre disparition. Ils ne veulent pas le savoir. Ils les relèguent dans la catégorie, la psychiatrisation. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des monstres, ce sont des terroristes. Très bien. Ah bon? Oui, sûrement, ce sont des terroristes. Mais si on essayait de comprendre, on avancerait peut-être. Quand on nomme pas l'ennemi et qu'on n'essaye pas de comprendre, eh bien on se prive des remèdes, des réponses. Il y a 50 ans, c'est vrai que l'assimilation en communauté musulmane posait moins de problèmes pour 3 raisons, très simples. 1, l'État-nation avait encore une existence, la patrie française représentait quelque chose, la volonté de s'assimiler était forte. Pensons au formidable exemple donné par la fidélité des Harkis en Algérie, au-delà de la trahison de l'État français et de la manière ignoble dont nous les avons abandonnés. Il y avait un véritable amour de la patrie, de la nation française, qui faisait ciment, qui permettait... C'était un projet commun, on fait société autour de ça. On partage les mêmes valeurs, la même histoire, les mêmes mœurs, à peu de choses près. La deuxième raison, c'est une question de critères et de seuil quantitatif. 1 million de musulmans, ce n'est pas les 5 ou 6 qui sont aujourd'hui. La troisième, c'est qu'il y avait une extrême proximité symbolique, et j'allais dire anthropologique ou même spirituelle, entre l'islam et le christianisme, parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs, notamment sur la famille. Aujourd'hui, les musulmans n'ont plus aucune raison de vouloir s'assimiler ou s'intégrer à la société française, puisqu'elle représente à leurs yeux cette société décadente dont je vous parlais à l'instant. Aucune. Le vivre ensemble est une escroquerie intellectuelle. On sait très bien que la réalité, c'est la séparation. On sait très bien que dès que la communauté musulmane arrive, les petits blancs, comme on dit, s'en vont. Voilà, le white flight, le vol blanc, ils déménagent. Parce que quoi? Eh bien, parce que, à part être les esclaves des bobos dans les grandes villes, les immigrés posent un problème de cohabitation culturelle à cette population-là. Les divergences sont devenues telles que le vivre ensemble n'est même pas un règlement de copropriété à minima. Le philosophe Pierre Manant dit on n'habite pas une séparation. Eh bien non, on n'habite pas une séparation. Alors, pour terminer, parce que j'ai été bien long, la conclusion de 2 ordres sur ce plan-là. Si nous n'avons à opposer aux musulmans que le trop-plein de la société de consommation ou le grand vide du laïcisme, eh bien nous n'avons pas de réponse métapolitique. Si nous avons des valeurs de civilisation qui permettent de faire, si nous les retrouvons, si nous les promouvons, si nous les exhumons, nous aurons ou nous retrouverons des raisons de vivre et de se battre et d'être ensemble et de faire société, de faire nation autour de ce qu'a été l'histoire de ce pays, de ce que nous voulons défendre. Il y a une phrase terrible de Nietzsche qui dit « Celui qui dispose de sa vie dispose de la vie d'autrui ». Nous avons renoncé à ce qui était le corps collectif, la nation, comme transcendance. Alors on pouvait discuter, ça a donné lieu à des boucheries, 14-18, mais la nation avait ce droit de convoquer les corps individuels et de leur dire ben maintenant, voilà, c'est l'impôt du sang. Tu dois le verser pour défendre ce à quoi tu crois, ce qui fait société. Nous avons renoncé à cela. Ceux qui sont en face n'y ont pas renoncé. Cela fonde aujourd'hui leur supériorité. Sommes-nous capables de renverser ce rapport de force? Et ce n'est pas par la politique politicienne au petit pied que nous y arriverons, c'est par un projet ambitieux, ce que j'appelle une politique civilisation. Je n'ai pas le temps de développer ce point. La deuxième conclusion à laquelle je voudrais vous livrer, c'est que, bon, j'ai essayé d'être le plus équitable possible avec l'expérience qui a été la mienne auprès de Nicolas Sarkozy. Même si le bilan est aujourd'hui très négatif, je voudrais que vous vous souveniez d'une chose et qui est aussi une leçon d'espérance. Et sur cette note que j'aurais terminé. Sarkozy, j'en fais un portrait qui a été jugé cruel, dur, mais qui est le produit de ces 7 années de collaboration et de ce qui s'est passé par la suite.
Mais il a été capable, à un moment, 2006-2007, de s'emparer de cette idée d'identité nationale. Idée proscrite, idée maudite, que la classe politique avait abandonnée au Front National. Alors il l'a fait pour des raisons électoralistes, parce qu'il lui est apparu qu'elle portait une dynamique, mais il a eu le courage de cette transgression. Et je voudrais que vous vous souveniez que c'est de cette période que le petit monde politico-médiatique de l'idéologie dominante date de ce qui s'appelle la libération de la parole. Dans le débat, les gens ont commencé à s'assumer pour ce qu'ils sont et dire ce qu'ils estimaient nécessaire de dire, sans autocensure, en tout cas avec moins d'autocensure. Pour la première fois, la gauche ne faisait pas l'agenda idéologique et culturel de la vie politique depuis 50 ans. Le thème lui a été imposé. Vous vous rendez compte les critiques que j'ai subies pour avoir imposé cette ligne de l'identité à 2007. Aujourd'hui, l'identité est au cœur de tout le débat politique, 10 ans après. Et on m'a traité de tous les noms. Je sais le prix à payer dans une vie d'homme de défier, comme le fait Jacques Bompard, l'idéologie dominante. Tous les coups sont permis. Il s'agit d'ajouter à la délégitimation politique la disqualification morale. Je n'avais pas à être là où j'étais, à dire ce que j'ai dit et à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire redonner un état civil à la fierté d'être français, à l'identité nationale. Certes, Nicolas Sarkozy n'a pas donné corps à cette promesse de restaurer ce qui permet aux Français cette amitié supérieure, ces 1000 liens ténus qui fait qu'en société, nous partageons un commun qui dépasse nos propres vies. Il n'a pas réussi. Mais en même temps, cette idée est réapparue dans le débat politique. Elle a été, j'allais dire, réacclimatée. Et c'est ça l'important. Parce qu'on a bien conscience des dangers, des périls qui nous menacent aujourd'hui, mais il y a l'espoir de trouver des éléments de réponse dans ce qui est en train de renaître. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est un vers d'Hölderlin. Il dit tout l'espoir qu'on peut avoir dans une situation qui nous paraît aujourd'hui. On veut toujours, nous, avoir des résultats à l'échelle des temporalités humaines. On veut un candidat pour 2017, par exemple. On veut la solution pour demain matin. Les cycles en histoire, c'est pas sur 10 jours, 10 mois, c'est sur 10 ans, 50 ans, 100 ans. Voilà. Et ce vers d'Hölderlin, il donne toutes les raisons d'espérer. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Bravo. Merci, cher Patrick Buisson, pour ce brillant exposé. Nous allons vous proposer un temps de questions-réponses d'à peu près 15 minutes. On fera passer le micro parmi la... Voilà. Soyez gentils, posez des questions courtes et si possible une seule question à la fois. Ça sera plus simple pour l'orateur qui a été extrêmement brillant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous n'avez pas une fresque aussi magnifique que pertinente des hommes d'État et des démocraties. Cependant, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot Europe. Pensez-vous que le monde et l'Europe autoriseraient, au sens où vous l'entendez, l'émergence d'un homme d'État? Quelle Europe? Si c'est l'Europe des eurocrates, sûrement pas. On le sait, elle est là exactement comme les partis politiques pour produire de la conformité. Si c'est l'Europe des peuples, si c'est l'Europe des souverainetés nationales, tel qu'elle était le projet initial, sûrement, je pense d'ailleurs que tout ce qui se passe en Europe, tous les mouvements qu'on voit naître de manière parfois surprenante avec des incarnations qui nous déroutent, témoignent de la volonté des peuples de résister sur ce qui a été leur valeur, leurs racines. Car si le phénomène global a été celui d'une déchristianisation, les valeurs de ce qu'a représenté la chrétienté, l'entraide, la solidarité, l'échange, le don, la gratuité, demeurent au cœur de la culture européenne. Et il faudra bien que quelqu'un les porte, justement, c'est ce que j'appelle une politique de civilisation, pour résister à la fois aux deux menaces. Elles sont, il y en a une qui nous paraît plus terrible que l'autre, mais d'un côté, il y a la finance globalisée, mondialisée, qui souhaite détruire les peuples, toutes les communautés d'appartenance, parce qu'elle veut des individus réduits à l'état de consommateurs. Elle ne veut ni des citoyens,
ni des hommes libres sous couvert d'autonomie. Elle crée les pires dépendances aujourd'hui. Ce discours de l'émancipation est extraordinaire. Il a consisté à dire que les gens avant étaient très malheureux, ils étaient prisonniers des tas de choses, de la famille, de la religion. Ils étaient aliénés, ils vivaient ces suggestions comme quelque chose de terrible. Là, le capitalisme financier, je ne parle pas du capitalisme entrepreneurial, le capitalisme financier, la finance globalisée, cette révolution économique et culturelle qui s'est imposée à nous dans les années 60 aboutit à quoi? Quel est le projet de vie d'un jeune couple aujourd'hui à 25 ans? S'endetter pour 40 ans pour finir de payer la créance souscrite pour l'achat d'un appartement le jour de la retraite. C'est ça l'autonomie? C'est ça la liberté? Et les aliénations anciennes, elles avaient ceci de particulier, c'est qu'elles pouvaient être physiques, mais elles n'aliénaient pas les chaînes de l'esclave sont plus lourdes que les ficelles de la marionnette. Le système aliène la liberté des individus de manière totale et prétend régir les consciences. C'est la différence avec l'ancien ordre moral. Il y avait un ordre moral au XIXe siècle en France, c'est vrai. Enfin, tout le monde ne le respectait pas. Bon, et puis les sanctions étaient relativement... Baudelaire est condamné pour les fleurs du mal en 1857, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'ordre moral est terrible, vous voyez bien la pression qu'il exerce. Ce nouvel ordre moral qu'assume aujourd'hui la gauche, mais qui ne se dit pas, ne se définit pas comme tel. Vous voyez bien les sanctions, les pressions qui s'exercent sur les individus. Et quant aux trajectoires de vie, eh bien c'est ça qu'il nous propose, c'est cette libération formidable qui consiste à être le débiteur d'une banque de l'âge de 25 ans à 65 ans. Donc la finance globalisée, l'islam radicalisé, ce sont les deux menaces qui pèsent sur la société française. La réponse, elle est du même ordre, encore une fois, je vous disais, une politique de civilisation. Et on voit bien d'ailleurs que ce qui a été ce fond culturel chrétien est aujourd'hui la base de résistance de tous les peuples européens, même si les gens ne vont plus à l'église. Ce n'est pas une question confessionnelle, c'est une question, je veux dire, d'adhésion à des valeurs, à un habitus, à ce qui est nos mœurs, notre art de vie, notre mode de vie qui a été façonné par le christianisme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. D'ailleurs, un philosophe dit que les grandes dérives que sont le socialisme et le capitalisme sont les idées chrétiennes devenues folles. La matrice chrétienne demeure, il peut en sortir d'autres choses à condition qu'on ait des hommes d'État qui sachent évidemment dire par exemple que la crise aujourd'hui, avant d'être une crise économique, c'est une crise de société, c'est une crise de la pensée, c'est une crise de la civilisation. Nous n'avons plus ce lien social qui permettait aux Français de vivre ensemble. Il y a encore des choses formidables. En France, il y a 11 millions d'aidants. Qui le sait? Les 11 millions d'aidants, c'est-à-dire de personnes qui se consacrent à s'occuper d'un proche, d'un parent, d'un voisin, etc., représentent, ça a été chiffré par un économiste, 165 milliards d'euros. C'est mieux que la sécurité sociale. Et ça, c'est à l'état de gratuité. Nous avons, pendant 50 ans, combattu ces gratuités. Nous avons prétendu y substituer l'État-providence. Et quand l'État-providence n'a plus d'argent, on a démoli la famille, les communautés naturelles, les voisinages. Il ne reste plus rien. Moi, j'ai toujours été frappé par le phénomène de la canicule en 2003. En province, dans une petite ville, dans une belle ville comme celle d'Orange, il y a toujours quelqu'un pour regarder si les volets sont ouverts ou pas. Alors, la modernité est passée par là, comme elle est passée partout, mais il y a encore un souci du voisinage et ces vieilles coutumes d'entraide, qui est celle de la France paysanne. À Paris, 300 morts dont les cadavres n'ont pas été réclamés pendant 2 mois. On est morts, les vieux, dans l'indifférence, la solitude et l'ignorance totale. Cette société-là, elle existe encore dans la France profonde, dans une ville comme Orange, dans ces petites villes qui sont... Au lieu de s'occuper de restaurer ça, par exemple, les États n'ont eu de cesse, pour les avoir créés, de supprimer ou de diminuer les allègements fiscaux dès qu'on emploie des aides à domicile ou des choses comme ça, ou sur la dépendance, par exemple. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui pourrait encourager la solidarité naturelle, qui était celle des communautés naturelles, pas des superstructures, pas des administrations, pas des guichets, la famille, le voisinage, les copains, tout ce qui forme le tissu social, tout ce qui fait qu'il y a un lien social. Tous les murs porteurs du lien social ont été détruits ou fermés. Je vais être à la fois caricatural, mais allez, on a fermé l'église, on a fermé le bistrot. Voilà. Et donc, on empêche les hommes de retrouver à travers ces formes de socialité
ce qui faisait le meilleur de l'humanité, ces ressources inépuisables qu'est la gratuité, l'entraide, le don. C'est ça les valeurs chrétiennes. Oui, d'autres questions? En début d'exposé, vous nous avez parlé de la reculade de la diplomatie américaine lors de l'affaire des missiles de Cuba. Oui, tout à fait. À l'époque, je servais à l'amirauté de Brest. On avait une opinion absolument opposée. Donc je ne sais plus quoi penser, si vous pouviez nous expliquer un petit peu. C'est très simple, moi j'en sais ce qu'ont écrit les historiens sur la question. C'est que l'Union soviétique et Khrouchtchev voulaient absolument la réélection de Kennedy, parce qu'ils considéraient que c'était pour eux le meilleur président. Après avoir joué ce bras de fer d'intimidation pendant 2 mois, cette menace de blocus, vous vous en souvenez, les soviétiques ont jugé qu'il était bon d'accorder une victoire faciale, apparente, à John Fitzgerald Kennedy. Ils ont retiré les missiles, mais il y avait une partie non dite, une clause secrète de ces accords diplomatiques, comme il y en a toujours une, c'est que dans les 6 mois qui suivaient, les Américains s'engageaient à retirer les missiles Jupiter qui étaient basés en Turquie, ce qui s'est effectivement passé. Ils ont offert une victoire politique de façade à Kennedy, qui n'en a pas usé, le pauvre, contre finalement une reculade diplomatique. Mais pourtant, effectivement, pendant 2 mois, tout le monde a cru à l'hypothèse d'une 3e guerre mondiale. Voilà. Mais je ne citais cet exemple que pour montrer quel était le décalage entre ce que les télévisions, la communication fait et projette du politique, c'est-à-dire une identité construite qui le plus souvent ne correspond absolument pas à l'identité réelle. Bonsoir. Pensez-vous que la classe politique dite de droite soit en train de faire le deuil du politiquement correct, réellement? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Est-ce que M. Fillon, par exemple, soit prêt à abandonner le politiquement correct? Alors, écoutez, d'abord, il y a un principe qui est de juger les hommes sur ce qu'ils font. Il y a une campagne électorale, moi j'ignore sur quel thème François Fillon va faire sa campagne électorale. Je vois bien par quel électorat il a été porté. On voit bien le message qui a été envoyé par les électeurs à ce candidat. Maintenant, il va faire une campagne avec des thèmes, nous jugerons sur pièce. Et puis s'il est élu, on verra s'il n'y a pas de distorsion entre la campagne, dont on sait qu'elle est un moment souvent de grande démagogie, et la pratique politique. Le problème du Sarkozy, ça a été la contradiction que constituait la cohabitation d'un discours dur et d'une pratique molle, et même d'une absence de pratique. Alors peut-être aura-t-on ça, ou peut-être aura-t-on un candidat fidèle à ses engagements. Je n'en sais rien, et je ne veux pas surtout préjuger de ce qu'il fera. Il reste que c'est vrai, et là aussi, quand même, il faut considérer les choses. On a vu de manière tout à fait surréaliste le débat au lendemain du premier tour a été enclenché par Alain Juppé sur l'avortement. Bon, parce que l'avortement, c'est une loi de la République. Il y a que certaines personnes pour considérer que la loi est une loi au-dessus des lois naturelles, mais enfin bon, c'est comme ça. Les politiques ne veulent pas aborder ce sujet, c'est devenu un nouveau tabou. Voilà, je parlais d'ordre moral, mais je veux dire, c'est pas un problème de conscience. Encore que ceux qui sont favorables à cette politique débusquent leurs adversaires ou prétendent leur débusquer dans leur fort intérieur, dans leur conscience. On n'a pas le droit d'être pour ça. Si on regardait le problème d'un point de vue simplement politique, eh bien on le traiterait peut-être de façon politique. Quand on relit le texte de la loi de Simone Veil, elle passerait aujourd'hui pour une dangereuse réactionnaire. D'ailleurs, les socialistes sont pressés d'épousseter la loi. Il n'y a plus de situation de détresse. L'avortement est un parcours de rêve auquel personne ne peut s'opposer. La réalité, ce qui nous fait réfléchir d'ailleurs sur le progrès et toutes les doctrines qui vont autour. C'est un historien d'ailleurs, le roi Ladurie, qui avait fait une très belle contribution sur ce thème. Bon, en 1975, quand est votée la loi sur l'avortement, vous connaissez ce qui est mis en avant, et parfois à juste titre. Bon, nous allons avoir pendant 40 ans le même nombre incompressible d'avortements par an, 200 000. Ça ne bouge pas. Pourtant, en 40 ans, les moyens, les techniques de contraception ont considérablement progressé. Pilule du lendemain, de la veille, de l'avant-veille, rue 486, autorisation pour les mineurs. 200 000 avortements. De manière invariable sur 40 ans. Et c'était la réflexion de le roi Ladurie qui se dit, mais finalement, 200 000 avortements sur la naissance annuelle, c'est d'après les études c'est un spécialiste de l'histoire sérielle, comme Pierre Chaunu, comme Brodel, l'étude qu'on a, ça représente à peu près le même pourcentage que prélevaient
la mort sur les nouveau-nés à la naissance sous Louis XV. C'est-à-dire l'absence d'hygiène, la manière dont on accouchait faisait qu'il y avait à peu près le même ratio. À quoi ont servi les progrès de la médecine quand on regarde simplement l'évolution sur 3 siècles quantitativement? Alors ce sont des prélèvements involontaires, quand c'est la mort en couche ou à la naissance, ou les morts-nés. Ce sont des prélèvements volontaires quand c'est l'État qui organise une politique et une société abortive. Mais le devoir du politique, ce n'est pas de s'interroger, il n'a pas à intervenir sur le plan philosophique ou spirituel. Il a à se dire qu'est-ce qu'on fait devant l'échec d'une loi qui fait que malgré toutes les techniques de contraception, le nombre d'avortements demeure constant sur 40 ans. Ça a un coût pour la collectivité. C'est donc un problème politique qu'il faudra aborder en termes politiques. C'est impossible en France. Bon. Le débat, curieusement, s'est enclenché sur cette question qu'on croyait révolue, classée, c'est l'effet de cliquet depuis 40 ans. Et Juppé a tenté justement de débusquer Fillon sur cette question-là. Fillon a eu des réponses qui sont les siennes, mais on peut considérer que sur ces questions de société, il a pris un certain nombre d'engagements. On verra maintenant s'il les tient. On ne va pas préjuger monsieur de... Ce qui est en tout cas symptomatique, c'est qu'il y a cette avancée chez les candidats des partis de gouvernement. Ils se rendent compte que la dynamique, c'est ce qu'on appelle le mouvement dextriste, n'est plus en faveur de la gauche, mais que toutes les problématiques émergentes, souveraineté, gouvernance, identité, diversité, protectionnisme, libre-échange, retour du fait religieux, favorisent plutôt les mouvements populistes et conservateurs à travers le monde. De ça, ils semblent avoir un peu pris conscience, ce qui leur donne, on ne va pas dire du courage, hein, ce n'est pas quand même le maître étalon. Vous savez qu'on doit à Nicolas Sarkozy cette saillie, courage, Fillon. Peut-être pas du courage, mais en tout cas une certaine forme d'audace intellectuelle qu'il n'avait pas avant. Là aussi, c'est dans l'actif du sarkozysme quelque chose qui demeure parce que ce monde politicien se rend compte que les choses ont bougé. Et je vous disais qu'un cycle était en train de... On envoyait les prémices, simplement, d'apparaître qui se substitue à celui dont nous sortons et qui a vu, finalement, les idéologies de gauche autour de l'idée d'émancipation et de progrès dominer la pensée et aussi imposer un rapport de force politique terrible. Voilà, une autre question. Merci pour toutes ces réponses.